Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Slate et Smart, durant une heure, nous allons passer en revue les grands sujets d'actualité du moment autour de deux problématiques, comme chaque soir avec mes deux invités. Tout d'abord, nous nous intéresserons, et c'est un peu la thématique cette semaine évidemment, qui marque les 1 an du début du confinement en France, en tout cas. 4 ans pris de cette crise de ces 1 an et surtout plus intéressant, qu'est-ce qui restera, puis je poserai la question, qu'est-ce qui restera pas aussi tant qu'à faire, de ces 12 mois de confinement, de couvre-feu, de crise sanitaire, de crise économique, bien sûr. Ce sera donc le premier débat. Dans la deuxième moitié de l'émission, toujours autour des conséquences de cette crise, on se posera la question ensemble de savoir si la stratégie vaccinale de l'Union européenne, source de nombreuses problématiques, de nombreux commentaires, est avant tout un sujet, ou pas, est avant tout un sujet de politique industrielle. Vous savez qu'on est passé de la critique sur le fait qu'on n'avait pas trop les vaccins, à la critique sur le fait qu'on ne les injectait pas, à la critique sur le fait qu'on ne les produisait pas. Il y a le sujet des brevets aussi, avec des velléités de certains d'obliger à rendre de public ces brevets. Voilà. Les différentes pistes qu'on évoquera dans le deuxième moitié de l'émission. Tout de suite, la question apéritif. Avant de revenir en France, on prend un petit peu de hauteur avec un apéritif très géopolitique ce soir. Petite entorse au protocole, je n'ai pas encore présenté les invités. Je le fais donc avant cette question apéritif. À ma gauche, Anaïs Voigilis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultante, par ailleurs chercheuse à l'Institut français de géopolitique. Jean-Marc Vittori, bonsoir. Bonsoir. Journaliste économique, éditorialiste au quotidien Les Échos. Merci à tous les deux d'être à mes côtés. Je le disais, géopolitique pour commencer cette émission. Tenez, on a terminé l'émission d'hier par cette même information. On commence celle d'aujourd'hui. C'était donc l'interview de Joe Biden à la chaîne américaine ABC. On lui a posé la question si, selon lui, le président russe était un tueur. Joe Biden a acquiescé. Oui, je le pense, a-t-il dit. Vous verrez bientôt le prix qu'il va payer, a-t-il ajouté. Vladimir Poutine lui a répondu, d'une part en rappelant son ambassadeur à Washington, d'autre part en utilisant l'équivalent russe, manifestement, de l'expression. C'est celui qu'il dit qu'il l'est. Et puis, pendant ce temps-là, aujourd'hui, en Alaska, Anchorage, précisément, doit se tenir, ou se tient, avec les questions de décalage horaire, là, je ne sais pas trop, un sommet américano-chinois avec côté américain, secrétaire d'État, et patron de la NSA, je crois, et puis côté chinois, plus ou moins l'équivalence que nous dit la dépêche de l'AFP à ce sujet. La Chine a fait part de sa ferme détermination, entre guillemets, à défendre ses intérêts et prévenu Washington que toute pression est inutile avant une rencontre de haut niveau, donc celle que j'évoquais, avec les États-Unis en Alaska, sachant que hier, les États-Unis ont, entre guillemets, puni 24 ressortissants chinois avec des sanctions financières et diplomatiques en lien avec la dégradation de la situation politique à Hong Kong. Et puis, tenez, c'était la spécialiste Valérie Nickel qui transférait la page de une d'un site d'information chinois qui s'appelle Guanxia à propos, là pour le coup, de la rencontre entre les officiels américains. On voit le secrétaire de la Défense et le secrétaire d'État américain et les officiels japonais. Villains colluding together, voilà, les méchants complotent entre eux. Alors, bon, il y a beaucoup de mots. On sent qu'il y a un peu de tension quand même dans les relations à la fois entre les États-Unis et la Chine, à la fois entre les États-Unis et la Russie. Est-ce que tout ça, au-delà des mots, pour nous, qui sommes un petit peu focalisés, notamment cette émission sur cette chaîne sur les questions économiques, est-ce que tout ça est susceptible, selon vous, d'avoir de véritables répercussions économiques? Manifestement, on ne le sent pas encore pour l'instant, mais est-ce que ces guerres froides, ces nouvelles guerres froides, au pluriel, pourraient effectivement avoir des prolongements économiques significatifs à horizon proche ou moyen, selon vous? Anaïs, je commence par vous. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de nouvelle guerre froide. En tout cas, en ce qui concerne la relation États-Unis-Russie, là, on a l'impression qu'il y a un renouveau de la relation parce qu'on a Biden qui est arrivé au pouvoir.
En fait, Biden, il s'inscrit dans la trajectoire de Donald Trump dans le rapport avec la Russie. Et il faut rappeler qu'il y avait quand même une sanction économique prise par les États-Unis contre la Russie entre 2017 et 2020, poussée par le Congrès et contre l'avis de Trump, qui avait une position assez ambiguë sur la question russe. Sur la Chine, de la même manière, je ne suis pas sûre que Biden rompe complètement avec la politique de Trump. Non, on est plus dans le prolongement. On est vraiment dans une situation de prolongement, éventuellement d'exacerbation des tensions avec des comportements géopolitiques et une approche de ce qui est le soft power très différente entre les États-Unis, qui sont plutôt dans un aspect assez guerrier, les Chinois qui sont plus sur une approche assez douce. La question, c'est plutôt comment est-ce que les Européens décident de se positionner par rapport à ces deux puissances que sont la Chine et la Russie, mais aussi par rapport aux États-Unis et notamment sur le plan des questions démocratiques. Et aujourd'hui, on est en train de voir que l'Union européenne tente un rapport de force avec ses congénères en voulant mettre sa taxe carbone aux frontières, ce qui serait le premier pas vers une géopolitique un peu plus européenne. On se rend compte déjà que les États membres ne sont pas tout à fait d'accord et qu'on commence à avoir des tensions avec nos petits camarades qui nous disent c'est du protectionnisme déguisé. Donc les questions économiques, elles vont venir en fonction du positionnement de l'Union européenne et de ses États membres là-dessus. Et après, bien entendu, il n'est jamais profitable au contexte économique d'avoir ce type de tensions et de rivalité. Après, on peut rappeler aussi que autant les relations commerciales américano-chinoises sont absolument colossales en termes d'échanges dans les deux sens, autant les relations entre les États-Unis et la Russie, c'est quand même beaucoup plus réduit. Enfin, plus globalement, la contribution de la Russie à l'économie mondiale est quand même beaucoup plus faible que celle de la Chine. Votre sentiment, Jean-Marc, sur l'éventuelle conséquence sonnante et trébuchante de cette espèce de continuation de petite escalade petit à petit, en tout cas dans les mots, entre ces trois puissances? Alors, ce qui se passe d'abord entre les États-Unis et la Russie, avec une administration Biden qui prend ses marques diplomatiques. C'est ce qui se passe vraiment cette semaine. Avant, on avait, comme elle l'appelait Anaïs, on avait une cohabitation à Washington entre un Congrès qui était assez en pointe contre la Russie et un président populiste comme le président russe, et avec des liens... Donc, regardez un peu ailleurs, c'est pas son sujet. Quoi. Voilà. Et donc là, on n'a plus de cohabitation. Clairement, le Congrès et le président sont sur la même ligne, et une ligne plutôt dure vis-à-vis de la Russie. Mais comme vous le rappeliez, les liens économiques entre la Russie et les États-Unis ne sont pas tels que ça puisse avoir des conséquences économiques importantes. En revanche, je crois que c'est beaucoup plus important de regarder ce qui se passe en Chine, et donc entre ce qui va sortir de cette première grande rencontre à Anchorage. Et là, apparemment, on est dans des espoirs déçus de part et d'autre. C'est-à-dire qu'en gros, la nouvelle administration espérait avoir des signes positifs de Pékin. Pékin espérait avoir des signes positifs de Washington, et c'est venu ni d'un côté ni de l'autre. Donc on va avoir vraisemblablement une continuité assez forte entre la politique de Trump et du Congrès, pour le coup, très ferme vis-à-vis de la Chine, et une Chine qui ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, et qui a multiplié, quand on regarde ces derniers mois, toute une série d'initiatives qui sont à même d'être autant de chiffons rouges, si je puis dire, face à Washington. Alors, il y a eu des petits sujets sur des tarifs douaniers, des relèvements, machin, etc. Globalement, il n'y a pas d'impact majeur sur l'économie mondiale, on le voit. Non, mais il peut y avoir il y a vraiment des vraies causes de tension. Il y a ce qui se passe avec les Ouïghours, mais il y a ce qui se passe à Hong Kong, et puis il faut regarder de très près ce qui se passe à Taïwan. Bon, voilà, on avait ça depuis plusieurs années dans le radar. On voit bien que Pékin est en train de renforcer son emprise là-dessus. Ce qui se passe sur le plan économique, avec notamment l'histoire des puces qui sont faites majoritairement à Taïwan, ne va pas apaiser le jeu. On verra ce qui sera, s'il y a un communiqué final à l'issue de ce sommet. On analysera les termes, on pèsera chacun effectivement l'une des conséquences possibles. En attendant, on restera effectivement concentré sur le suivi, notamment pour ses implications économiques des relations américano-chinoises. Et tout de suite, nous passons à notre premier débat. Je le disais dans le sommaire, on s'intéresse à ce qu'il y a à retenir de cette année en termes de nouveautés, notamment en termes de nouveautés dans l'action des uns et des autres.
Ce premier débat, je l'ai intitulé « Crise, qu'a-t-on appris et que restera-t-il? Quand restera-t-il » C'est l'occasion, à l'occasion de cette semaine qui marque les 1 an du confinement en France, de non pas faire un bilan, en tout cas certainement pas définitif, mais enfin en tout cas de se poser les questions, de regarder un petit peu dans le rétroviseur sur les 12 derniers mois. Anaïs, on a eu l'occasion tous ces derniers mois, lors de nos émissions précédentes, ensemble parfois, d'essayer de cranter comme ça des points nouveaux intervenus à la crise sur vos sujets de prédilection, la réindustrialisation, le Made in France. Il y a évidemment, en tout cas dans le discours, en tout cas dans la perception, des choses nouvelles. Est-ce que c'est ce que vous voulez retenir de précisément, s'il y avait un sujet qui vous paraissait important de l'acquis de ces 12 mois, ce serait celui-là ou pas encore? Moi, je crois que l'acquis majeur que je vais garder de cette crise, c'est une réponse très personnelle, c'est le grand paradoxe de notre société. C'est-à-dire que ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir de mars 2020, devant les pénuries de masques, de respirateurs, tout le monde a commencé à se dire il faut réindustrialiser, il faut réindustrialiser. Il faut savoir que la réindustrialisation, ça fait 20 ou 30 ans que certains en parlent à travers une multitude de rapports au Sénat, à l'Assemblée nationale, des commissions, des choses, etc. Et rien ne bouge, enfin rien n'a bougé. Rien ne bouge parce que fondamentalement, on identifie des choses parfois qui sont des faiblesses, mais parce qu'on les regarde par rapport. Je pense par exemple au cas en France, on a beaucoup de PME et pas assez de TI par rapport à l'Allemagne. Mais si vous regardez l'Italie, qui est une puissance exportatrice et qui fait très bon score à l'exportation, même en 2020 en pleine crise, on se rend compte qu'ils ont aussi une multitude de PME et qui sont des PME exportatrices. Donc finalement, ce qu'on voit comme des faiblesses, c'est toujours en fonction d'un prisme, une chose. Donc, peut-être que le constat n'a pas été le meilleur de la désindustrialisation. Je pense qu'on n'a pas assez questionné la responsabilité des acteurs autour de ça. Mais surtout, ce qu'on voit émerger très rapidement, c'est une idée selon laquelle, finalement, réindustrialiser, c'est pas si nécessaire que ça, que la dépendance, on peut la relativiser. C'est toutes les notes faites par la Fondapol, par la Direction générale du Trésor. Sauf que la vraie question de la réindustrialisation, c'est pas est-ce que vous êtes dépendant ou pas, ça c'est des critères géopolitiques, c'est qu'est-ce que demain vous êtes capable de produire comme valeur sur votre territoire pour continuer à rendre votre modèle social soutenable, si vous ne voulez pas le remettre en cause. Et c'est ça la vraie question qu'aujourd'hui on ne pose pas et à laquelle on essaye de répondre avec le plan de relance qui veut attirer des usines en France, mais sans se poser la question de quelle est la stratégie industrielle française et au nom de quel projet de société on fait revenir des usines. C'est-à-dire, selon ce que vous voulez faire, vous ne faites pas revenir les mêmes usines. Et là, je reviens sur les questions de paradoxe, c'est que oui, on veut des usines, mais qui veut aujourd'hui travailler dans l'industrie? Parce qu'il y a encore une image négative. Oui, on veut des usines qui acceptent le risque environnemental. Oui, on veut du produit Made in France, mais qui est prêt à remettre en question de manière profonde sa manière de consommer et d'acheter, parce que ça pose des questions de pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, on le voit. Dans les sondages, tout le monde dit oui, je suis prêt à acheter plus souvent Made in France. Alors, il y a des questions d'offre, il y a des questions de qualité, mais dans les faits, ça ne se traduit pas encore réellement en acte d'achat. Et en fait, quand on regarde toutes ces questions, et on pourrait poursuivre le débat sur les technologies qu'on veut faire émerger avec des questions environnementales, c'est que cette crise, elle nous met face à nos paradoxes, face à la transformation qu'on doit faire dans notre société, et face à notre incapacité finalement à nous remettre profondément en question et à changer en profondeur nos manières de penser et de faire. Sur ce sujet, ces paradoxes, et selon vous, c'est très français, c'est européen mais encore plus français Je pense que c'est particulièrement français parce que quand on regarde le schéma de la désindustrialisation, on se rend compte que la France est un des pays qui s'est le plus désindustrialisé, si j'exclus le Royaume-Uni, et parce qu'on a aussi des différences dans les représentations des salariés au sein des conseils d'administration, dans l'organisation territoriale de notre industrie. La majorité des sièges des grandes entreprises du CAC sont plutôt en région parisienne, les ETI sont plutôt dans le territoire, ce qui renforce l'ancrage territorial. Il y a des choses qui sont typiquement françaises, après il y a des choses qui sont plus européennes, parce qu'il y a eu aussi ce moment de discours, et je pense une croyance profonde, et je trouve qu'on retrouve aujourd'hui dans notre rapport à la Chine, qui était de se dire que beaucoup de pays où on a délocalisé, l'Asie et aussi les pays d'Europe de l'Est, allaient être des pays qui allaient toujours vouloir garder nos produits bas de gamme et être les ateliers du reste du monde occidental. Et en fait, ces pays ont aussi des ambitions et des stratégies de développement que nous avons sous-estimées, et donc nous sommes en train de nous faire damer le pion partout, et en France particulièrement,
faute de stratégie, de vision stratégique. Jean-Marc, avant de vous poser la même question, déjà sur ces paradoxes, est-ce que effectivement vous partagez le regard, même si vous ne mettez pas en numéro 1, ou je ne sais pas, peut-être que si, c'est cette observation des paradoxes face à ce sujet, notamment de réindustrialisation dont on nous, j'allais dire, on rebat les oreilles, c'est pas le bon terme, en l'occurrence, dont on parle beaucoup depuis 12 mois. Ouais, je crois que cette crise, elle a accéléré un certain nombre de mutations. Et elle va accélérer un certain nombre de mutations, de transformation de la façon de produire, de la façon d'organiser la société, mais d'organiser aussi la production et le travail. Et donc ça fait ressortir, je pense, moi, effectivement, les faiblesses françaises. Et moi, je mettrais au premier rang de ces faiblesses françaises celui du dispositif de formation, celui de l'école. On voit bien qu'il va falloir avoir des qualifications différentes. On sent bien qu'il va falloir aussi changer de qualification davantage. Ça, on le savait depuis très longtemps, mais on voit bien que ça va aller encore plus vite que ce qu'on croyait. Et on a un système, aussi bien en formation initiale qu'en formation tout au long de la vie en France, qui est particulièrement faible. Et donc, moi, je pense que l'une des raisons pour lesquelles cette crise est vécue de manière particulièrement, je dirais, brutale, ou nous chamboule plus profondément, nous autres les Français, que les ressortissants de bien d'autres pays, c'est parce qu'on sait au fond qu'on a cette question, et que cette question, on ne l'a pas réglée, et que rien n'indique qu'on est en train de ne serait-ce que commencer à la régler. Alors, il y a des points positifs. Moi, vous avez écrit un papier sur le sujet qui m'a inspiré pour aujourd'hui, Jean-Marc. Dans les Échos, hier, nous en savons moins que nous ne le pensions, et cette découverte est déstabilisante à une époque où nous croyons être maîtres de notre destin. Mais nous avons aussi découvert des capacités d'adaptation insoupçonnées, des capacités qui seront indispensables dans les prochaines crises, car s'il reste une certitude, c'est qu'il y aura d'autres crises. Cette adaptation, cette agilité, vous voulez voir le côté positif aussi, semble-t-il. Ouais, non, mais enfin, la première chose de cette crise, moi, qui me frappe, c'est que on a vécu et nous vivons encore dans une incertitude qui est radicale. Alors moi, j'ai tendance à penser que cette incertitude, elle était déjà là avant, mais qu'on n'en avait pas conscience. Et là, on a vu avec ce qui s'est passé sur le plan sanitaire et ce qui se passe encore aujourd'hui, qu'on ne sait pas. Si vous regardez ce qu'ont écrit tous les épidémiologistes depuis un an et ce qui s'est passé, on est dans deux univers parallèles. Alors vous allez me dire, les épidémiologistes en janvier ont prévenu qu'en mars, en France, ça serait compliqué, ils ont eu raison, c'est vrai. Mais si vous regardez ce qu'ils disaient il y a un an, ou ce qu'ils regardaient il y a 6 mois, ce qui se passe aujourd'hui était inconcevable il y a 6 mois ou un an. Et sur le plan sanitaire, mais aujourd'hui, on a le sanitaire qui surdétermine, qui surplombe complètement l'économique. Et donc, on ne sait pas ce qui se passe dans le sanitaire, et donc on ne sait pas ce qui se passe dans l'économique. L'incertitude est radicale, profonde. Face à ça, on aurait pu craindre des ruptures. Moi, je craignais, il y a un an, des ruptures, notamment dans le système d'acheminement de l'alimentaire, qui est vital. Ça ne s'est pas produit. On a même toute une série de mécanismes absolument vitaux pour chacun de nous et pour notre société qui ont bien tourné. Et s'ils ont bien tourné, c'est intéressant de se demander pourquoi. Et donc, on voit qu'il y a eu deux forces très, très, très profondes. D'abord, nous avons su faire collectivement, même dans un pays coincé comme la France, on a su faire preuve de souplesse, on a su s'organiser dans beaucoup d'endroits différemment. Il y a le tiers des salariés qui sont passés pratiquement du jour au lendemain en télétravail. Si on nous avait dit ça il y a 2 ans, on dit c'est totalement impossible. On l'a fait en 24 ou 48 heures. En même temps, il n'y a pas eu le choix. Oui, mais on l'a fait. De fait, le résultat était là. On l'a fait. La distribution s'est organisée complètement différemment. L'hôpital a fait preuve d'une souplesse aussi qui n'était pas évidente au départ. Donc on s'est réorganisé. Alors avec une contrainte extrêmement forte, mais on a su se réorganiser. Ça n'était pas donné à l'avance. Puis la deuxième chose qui va avec cette souplesse, c'est une créativité. On a su s'organiser, on a travaillé, on s'est organisé, on a produit différemment et avec plein d'initiatives. Quand on regarde sur le terrain, quand on ne regarde pas ça d'en haut, mais quand on regarde sur le terrain ce qui s'est passé, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Est-ce que vous pensez, pour revenir à l'intitulé du débat sur la deuxième partie, ce qui restera, est-ce que ça restera? Ou est-ce que est-ce que demain, dans une hypothèse, ou après-demain, dans une hypothèse, on est revenu à une situation, entre guillemets, normale, on ne sait plus trop ce que ça veut dire de nos jours, est-ce que cette créativité nouvelle, cette adaptabilité, cette capacité à se réorganiser, il en restera quelque chose, selon vous? Je pense que dans la façon dont on travaille... Là, on a été mis devant le fait accompli, donc il a bien fallu ce que je vous... Non, mais
je pense qu'il y a beaucoup de frontières qui ont bougé au sein de l'entreprise et que ces frontières-là, elles ne retomberont pas. C'est impossible qu'elles retombent au même endroit qu'avant. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de souplesses qui vont continuer à jouer. Et puis, la conscience que nous ne savons pas forcément ce qui va arriver demain, qu'il faut être prêt à s'organiser autrement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui restera. Anaïs, dans vos paradoxes de tout à l'heure, il n'y a pas si longtemps, est-ce que vous pensez que, là pour le coup, la façon dont vous les présentiez, il faudrait les dépasser, ces paradoxes. Il faudrait aller un petit peu au-delà. Est-ce qu'à l'inverse, vous craignez au jour d'aujourd'hui qu'on reste dans le paradoxe et qu'on reste dans une situation où on ne tranche pas des questions que, effectivement, oui, le Made in France, mais est-ce qu'on va accepter de payer un peu plus cher? Oui, les usines, mais est-ce qu'on va accepter de les avoir en face de chez soi? Enfin bref, toutes ces questions que vous évoquiez à l'instant. Je pense qu'on va être obligé de les résoudre tôt ou tard, parce qu'il y a une question d'enjeu économique derrière. Ça va amener des réflexions assez intéressantes sur quelle est la taille des sites acceptables. D'ailleurs, il y a les mêmes questions qui se posent sur le gigantisme de certaines usines ou de certains centres logistiques. Et on se rend compte que finalement, ce que les gens tendent à accepter, c'est plutôt des usines de proximité, pas très grandes. Et voilà, mais ça va poser un certain nombre de questions. Et en même temps, on veut des voitures électriques pour lesquelles il faut des gigafactories. C'est le terme à la mode. Volkswagen en a annoncé 6 hier ou avant-hier. Et puis, il faut aussi après se questionner sur le modèle économique des entreprises qui sont sous-tendues par ça. Et je pense, pour dire dans l'accélération de ce qui a été fait tout à l'heure, aujourd'hui, on a beaucoup de questions sur la productivité, les impacts sur la productivité d'un certain nombre de technologies. On se dit, mais c'est marrant parce qu'on a plein de technologies qui émergent et pourtant, en termes de productivité, cela n'a pas ou peu d'impact, notamment sur les unités de production. Parce que je pense que ces technologies, en fait, ne sont pas des technologies de transformation radicale. Par contre, on va avoir des technologies qui vont arriver à maturité sur le marché, je ne sais pas quand, et je crois que c'est difficile de le prédire, telles que l'intelligence artificielle ou le quantique, qui là vont être de nature à bouleverser vraiment ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire la transformation du travail et des modes de travail, et qui vont poser des questions sur l'emploi. Donc tôt ou tard, je crois que ces questions, nous allons devoir les trancher. La question est, est-ce que la France va être, et l'Europe largement, est-ce que la France et l'Union européenne vont être des leaders, ou est-ce que la France et l'Union européenne vont être des outsiders? L'incapacité des États membres, je crois que je le dis à chaque fois que je viens ici, à s'entendre sur des projets d'ampleur peut nous positionner en position d'outsider face à des concurrents qui, sur des sujets d'avenir, mettent des milliards. Nous, on a encore à avoir des régions qui se bataillent entre elles sur des plans hydrogène, alors que je crois que l'enjeu n'est plus ici. L'enjeu est de se penser à un avenir européen. Est-ce que ça veut dire qu'on a plus constaté qu'on a vraiment appris de ces 12 mois? C'est-à-dire qu'on a constaté un certain nombre de faiblesses et on n'a pas vraiment appris au sens où on n'en a pas tiré les... Vous savez, je travaille avec pas mal de mes clients qui sont des entreprises souvent en situation difficile. Et vous arrivez et il faut transformer l'entreprise. De l'ouvrier au PDG, voire à l'actionnaire, tout le monde est d'accord pour dire il faut transformer l'entreprise. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que ce n'est pas l'entreprise qu'on transforme. C'est les gens qui changent dans leur manière de faire. Et aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut changer, mais personne est encore réellement prêt ou conscient qu'il doit commencer par se changer individuellement dans son regard sur le monde. Jean-Marc, est-ce qu'il y a des trucs qu'on a appris ou qu'on a constaté qu'il ne faudrait pas garder pour le coup qui ne resteront pas et qu'il ne faudrait pas qu'ils restent dans des adaptations, effectivement dans des réactions qui ont pu être observées depuis 12 mois là encore? Il y a des endroits où clairement on n'a pas trouvé la bonne distance, la bonne mesure. Je pense par exemple à l'articulation entre le politique et le scientifique. Là, on a un problème majeur. On l'a bien vu sur les décisions qui ont été prises au fur et à mesure. On a pris d'abord des décisions qui étaient dictées purement par des scientifiques, pas par un collège de scientifiques, par des scientifiques d'une seule discipline, la santé. Et on a vu que ça faisait des effets qui étaient assez redoutables. Ensuite, on a une articulation entre politique et scientifique qui n'a pas bien fonctionné. Et c'est dommageable parce que, quand vous regardez, il y a des enquêtes qui sont faites régulièrement, on voit que la confiance dans les scientifiques a diminué. Et ça, je pense que dans le monde de demain, dans celui que commençait à décrire Anaïs, si on se défie des scientifiques, ça va être très, très, très compliqué. Donc là, c'est un point sur lequel il va falloir travailler sérieusement. Et d'ailleurs, de façon plus large, tout ce qui touche à la confiance, la fabrique de la confiance, qui est absolument essentielle, et où là, on a une vraie particularité française. Quand vous demandez à des gens dans 100 pays, est-ce que vous faites
faites confiance à quelqu'un comme vous, c'est-à-dire est-ce que vous faites confiance à vous? Les Français sont ceux qui répondent le moins facilement oui. Quand il y a eu un sondage qui a été fait il y a 3 ans par une fondation qui disait est-ce que vous pensez que le vaccin est sûr? Il y a 3 ans, donc avant tout ce qui s'est passé. Le principe du vaccin. Voilà, le principe du vaccin. Une enquête qui est donc faite par une fondation britannique, la fondation Wellcome, qui a été faite dans 130 pays. On a posé cette question. C'est les Français qui ont été le plus nombreux à répondre non à cette question. 33% des Français ont répondu non. La moyenne mondiale, je crois, était à 13. Voilà. Donc, dans la fabrique de la confiance, là, il y a sans doute beaucoup de choses sur lesquelles il faut réfléchir, sur lesquelles il faut agir, sur lesquelles il faudra faire différemment. Et puis, il y a évidemment, on a pris conscience que on avait un arbitrage entre efficacité et robustesse qui était sans doute pas au bon endroit. Et ça, il va falloir le déplacer avec des conséquences très lourdes. C'est sûr ce qui peut sembler comme acquis, le recours au télétravail, alors peut-être pas 100%, mais en dosage, en tout cas beaucoup plus qu'avant, sur le recours évidemment beaucoup accru au numérique, à la fois à titre individuel pour commander un repas ou au niveau des entreprises pour se numériser. Tout ça, il n'y a pas de doute sur le fait que ça restera et que ça doit rester. Je pense qu'il y a un certain nombre de changements qui sont irréversibles, mais qui posent des problèmes sur lesquels nous n'avons pas encore les questions, nous n'avons pas encore les réponses. Exemple, si on est beaucoup plus en télétravail, est-ce qu'il faut garder les bureaux tels qu'ils sont? Si on ne garde pas les bureaux tels qu'ils sont, que deviennent les villes? Que devient Paris? Moi, j'ai une vraie interrogation sur laquelle je trouve qu'il y a très peu de réflexion pour l'instant, même si on a eu quelques-unes souterraines. Mais je trouve qu'il y a un vrai débat collectif sur que veut-on faire de Paris, de l'Île-de-France, dans un monde où on va beaucoup moins au bureau. Alors que Paris et l'Île-de-France, activité dominante, c'est une activité de bureau. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a des changements qui ont été lancés et qui ne s'arrêteront pas et sur lesquels il faut qu'on réfléchisse sérieusement. Anaïs, même question, est-ce qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas garder dans ce qu'on a appris et dans la façon dont on a réagi depuis un an? Ce qu'il ne faudrait pas garder, moi je pense qu'il y a la manière dont a été un peu gérée la crise avec cette tentation toujours de contourner l'Assemblée nationale et les représentants du peuple. C'est-à-dire quand on veut mettre une commission de citoyens pour évaluer la stratégie vaccinale, c'est-à-dire que les gens qui sont chargés d'évaluer, en tout cas de juger la politique du gouvernement, ne sont plus jugés crédibles. Et là, on en vient à des questions de défiance. C'est-à-dire qu'on estime que les représentants du peuple, élus, ne sont plus compétents ou légitimes pour évaluer la politique du gouvernement. Et donc, ça contribue à entraîner ce système de défiance et de sentiment que l'exécutif se replie sur lui et ne s'intéresse plus vraiment à l'opinion générale. Je pense qu'il va aussi avoir une grosse difficulté, c'est que à travers le plan de relance et le prêt garanti par l'État et le chômage partiel, on a quand même mis notre économie partiellement sous perfusion et que on fait ça avec une logique qui est quoi qu'il en coûte, qui est louable. Demain, quand on va falloir revenir là-dessus, ça va être beaucoup plus compliqué à l'expliquer. Et s'il ne faut pas forcément revenir complètement sur le quoi qu'il en coûte, notamment sur les questions environnementales, on s'est engouffré dans quelque chose qui était déjà une spécificité française où on avait tendance tous à critiquer l'État, mais quand ça va mal, qui en appelle, c'est l'État. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mauvais, à la fois pour un phénomène de décentralisation et à la fois dans ce rapport qu'on entretient à l'État, qui risque d'être assez pénalisant dans le développement dans les années à venir. Et après... qu'est-ce qu'il faut garder? Eh bien, il faut garder cet élan, même si je suis assez nuancée dessus, sur cet élan, cette envie d'innover et de reproduire en France, qu'on avait perdu depuis longtemps. Retrouver un esprit conquérant, une volonté de se différencier. C'est en effet le fait que le télétravail est devenu une norme, alors qu'il y a encore un an, il y a des gens qui disaient mais quand les gens sont en télétravail, ils ne travaillent pas. Donc on est en train de sortir d'un certain nombre de mythes. C'est aussi le fait qu'on est en train de peut-être progressivement désengorger les métropoles et de faire revivre des territoires qui avaient été délaissés. Ça va sûrement nous obliger à repenser la manière dont on a construit les schémas d'infrastructure, à la fois sur le train, à la fois sur les routes, le service public. Et ça remet en cause aussi certaines réflexions qu'on avait très récemment en se disant l'avenir c'est dans les villes. Non, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en train de revenir vers les campagnes et donc il va falloir revoir ce schéma d'organisation territoriale. Donc il y a un élan positif et en fait dans cette crise, je pense que
grosso modo, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on doit changer quelque chose. Et il y a quelque chose à jouer là-dessus. Vous voulez garder et retenir ça. Jean-Marc, vous disiez tout à l'heure, on a compris qu'on ne savait pas tout. Est-ce qu'on a suffisamment appris à être modeste, à être humble précisément, quand vous regardez ces 12 mois et encore ces derniers jours? Je pense qu'il est totalement impossible de répondre à cette question. C'est l'avenir qui nous le dira. On voit bien quand on discute avec des chefs d'entreprise, avec certains politiques aussi, que ils sont en train de se rendre compte qu'il y a des choses qui ne peuvent plus fonctionner comme avant. Et notamment l'omniscience du haut. Qui est un truc, alors là aussi en France on est très fort là-dessus, on était très fort là-dessus, on est en train de se rendre compte que ça marche de moins en moins, c'est de moins en moins non seulement nécessaire mais même utile et efficace. Donc voilà. Pourtant c'est toujours une personne, en l'occurrence c'est le chef de l'État. Alors, il est élu, il est tout à fait légitime, mais ça se concentre quand même beaucoup sur lui, les décisions finales, toute la journée aujourd'hui, avec quand même bien malin celui qui savait ce que Jean Castex à 19h allait dire de façon précise, parce qu'effectivement, globalement, lui-même ne le savait peut-être pas ce matin. Donc cette concentration, quand vous dites du haut, en l'occurrence, ça illustre bien le fait qu'il y a du boulot encore là-dessus, même si la prise de conscience, dites-vous, et là chez beaucoup d'entre nous. Oui, mais ça rejoint aussi ce que disait Anaïs tout à l'heure sur le rôle du Parlement, qu'on n'a pas vu particulièrement en pointe depuis un an. Non, du coup, il s'occupe autrement. Il est assez présent, mais sur des sujets qui ne sont pas, en tout cas, au cœur de la crise sanitaire, ou qui ne sont pas forcément jugés prioritaires, mais fait un ensemble de petits trucs. Oui, mais on est dans une démocratie parlementaire, c'est comme ça que se définit notre système politique. On est dans un régime présidentiel, mais une démocratie parlementaire. Et donc, on a toute une richesse qui est complètement sous-exploitée. Oui, ça, c'est évident. Allez, on marque une courte pause. Il y a peut-être juste une dernière chose sur laquelle il faut vraiment qu'on en sorte. C'est-à-dire qu'on a en France des fonctionnaires, des écoles de formation des fonctionnaires, dont l'ENA. Donc nous avons des gens, normalement, dans les élites administratives, qui sont des gens très compétents. Donc il va falloir arrêter de payer des millions à des cabinets de conseil pour arriver à la situation où on n'est même pas foutu de vacciner les gens selon le calendrier qu'on s'était fixé, parce que ça aussi, ça contribue à délégitimer un peu le pouvoir et à accroître une haine contre une catégorie, on va dire, socio-professionnelle. Oula, ça c'était le coup de pied de l'âne à McKinsey. On va, qui donc, pour explication, qui conseille le gouvernement sur sa stratégie vaccinale, pour qu'effectivement ceux qui avaient raté cet épisode comprennent tout. On marque une courte pause. Disais-je, on se retrouve dans quelques instants. On va poursuivre la conversation sous l'angle de la politique industrielle rapportée au vaccin, à la vaccination. Retour dans l'IT Smart. Merci de rester avec nous. On s'intéresse à la politique vaccinale, à la stratégie vaccinale au sens de la politique industrielle. Est-ce que c'est devenu un sujet de politique industrielle avant tout, ce sujet des vaccins et les polémiques qui vont avec? C'est le thème de ce second débat dans l'émission ce soir. Un petit rappel, hier, Madame von der Leyen fait son petit point régulier sur le sujet. On va continuer à travailler pour que l'Europe get its fair share, obtienne sa part juste, sous-entendu, de tous les produits de vaccination. On investira encore pour les productions, les capacités de production en Europe au-delà de ce qui est fait actuellement, et on s'assurera un approvisionnement à long terme avec des entreprises de confiance. C'est des mots très gentils pour dire qu'effectivement, tout est sous contrôle. Il y a à côté de ça la polémique sur les brevets, qui, c'est pas encore une polémique très, très publique, mais quand même, en tout cas, ça agite aussi beaucoup les réseaux sociaux, au point que Mme Pannier-Runacher, hier soir, tard, à 9h, nous a fait pas un tweet, puisque c'est un thread, on est en bon français. Donc, une réponse à 9 points sur... Il suffirait donc de lever les brevets des labos pour que les doses de vaccins tombent du ciel par millions. Cher Yannick Jadot, François Ruffin, Manon Aubry, député PCF, etc.
Ces déclarations traduisent une méconnaissance profonde de la réalité industrielle. C'est la ministre de l'Industrie, Madame Pannier-Runacher, je le rappelle. Voilà, tous ces arguments. Là, imaginons à la fin, un brevet, c'est ce qui permet de rémunérer les chercheurs, de financer des recherches qui n'aboutissent pas immédiatement. C'est des centaines de millions d'investissements, etc., etc. Et puis, il y a des petits malins qui disent c'était quand même un point qui avait été soulevé par Joseph Stiglitz, qui est quand même prix Nobel d'économie. Ça n'empêche pas de dire des bêtises, mais parfois, est-ce vraiment si impossible de s'appuyer sur les émergents pour accélérer la production de vaccins, puisqu'effectivement, Stiglitz avait expliqué que globalement, il y avait beaucoup de capacités de production dans les pays en développement qui pourraient, s'ils avaient les capacités intellectuelles, la propriété intellectuelle des dosages, etc., faire avancer la vaccination en produisant les doses. Sujet de politique industrielle, disais-je. En même temps, c'est vous qui vous évoquiez le plan de relance tout à l'heure. Dans le plan de relance, il y a priorité numéro 1, le vert, enfin priorité, l'environnement, pardon, je cherchais mon mot. Ensuite, le numérique. On avait reproché à la présentation du plan de relance, c'était à la rentrée en septembre, qu'il n'y avait pas grand-chose sur la santé, etc. Et aujourd'hui, alors pour le coup, la ministre, elle est quasiment tous les jours en train de visiter une usine qui produit des vaccins, et le commissaire européen Thierry Breton fait la même chose. On a le sentiment que l'enjeu de production est devenu presque dominant par rapport à la problématique de vaccination. Est-ce que c'est une bonne chose par rapport au sujet, selon vous, Anaïs? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a les contrats qu'on a signés, parce que certaines personnes se plaignaient à juste titre, font des remarques sur le fait que, par exemple, Israël a eu plus de doses et sont plus avancés dans la vaccination que nous. Nous, on a fait le choix de faire une politique commune à l'échelle européenne, ce qui au départ n'est pas une compétence de l'Union européenne, donc il faut le rappeler. Ça a été un choix des pays, effectivement, l'été dernier. On a fait le choix de négocier les prix, d'avoir une certaine stratégie qui, aujourd'hui, n'était peut-être pas la stratégie, on va dire, coût, n'était peut-être pas la stratégie la plus pertinente sur le long terme au regard du coût économique qu'on a à rester dans cette situation. Maintenant, produire des vaccins, il y a en effet il y a un sujet logistique, tout ce qui va être l'approvisionnement des matières premières dans les usines, ensuite l'approvisionnement des usines, des centres de vaccination depuis les usines, qui est un sujet complexe dont on a beaucoup parlé au début avec ces vaccins qu'il fallait stocker dans des conditions draconiennes. Et après, vous avez tout ce qui va être la production. La production, c'est pas forcément quelque chose de simple. Pour la première raison, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'industriels de la pharmacie qui se sont désengagés de leur site de production et qui ont confié la production, notamment en Europe, à des copackers. Donc c'est un tiers qui produit pour le compte d'un laboratoire, et parce que le laboratoire voulait se concentrer sur les autres tâches. Mais il faut savoir que les sites de production sont concentrés sur d'autres médicaments qui sont aussi vitaux. Donc soit vous considérez que vous avez des stocks de sécurité suffisants et que vous pouvez arrêter ces productions pour monter en puissance sur le vaccin, si tant est que l'unité de production vous permette de produire ça. Soit vous avez de la capacité possible, parce que votre usine n'est pas chargée à 100%, vous pouvez passer sur un rythme supérieur. Au lieu d'être à une équipe, vous pouvez passer à 2 ou 3 équipes, voire des équipes le week-end, etc. Mais sinon, on se retrouve avec des goulots d'étranglement. Et ce qui peut expliquer partiellement ce frein. Après, je pense qu'en matière vaccinale... Sur AstraZeneca, par exemple, ils ont un problème de production manifestement dans une usine aux Pays-Bas, je crois, parce qu'ils ont un peu de mal à régler, ce qui explique que les promesses de 100 millions de doses sur l'Union européenne sur le premier semestre... Ils veulent accroître la capacité de production. Soit passé à 30 millions. Et c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Oui. Et ils pensaient que ce serait moins compliqué. Donc il y a un sujet. Et en même temps, on ne pensait pas... Alors, effectivement, il y a un certain nombre de mois, c'était, on n'est pas capable de produire des masques, du gel hydroalcoolique, des gants chirurgicaux, etc. On pensait que la pharmacie, on avait quand même un certain nombre de sites, mais c'est vrai que tous les sites ne sont pas interchangeables entre eux, et encore une fois, dans le plan de relance, il n'avait pas été identifié ce domaine-là de façon spécifique comme étant quelque chose, alors qu'aujourd'hui, tout le monde le crie haut et fort. Dans le plan de relance, les secteurs qui ont été ciblés, c'est des secteurs qui sont jugés stratégiques. Il y a la santé, il n'y a pas forcément la production de vaccins, parce que là, il faut aussi se dire qu'on est sur la réponse à une crise. Oui, bien sûr. La santé, ça avait été critiqué que ce n'était pas suffisamment mis en avant dans le plan de relance. Mais la santé, il faut aussi voir la politique des industriels français et des grands industriels français qu'on a eu depuis plusieurs années et qui ont produit la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec un Sanofi et l'Institut Pasteur qui ne sont pas capables de délivrer. Aujourd'hui, on est
l'un des seuls membres. Ça nous fait des capacités de production. On va d'ailleurs produire le vaccin capacités de Pfizer. production, mais c'est pas un vaccin propre pour français pour revenir aux choses. Donc oui, c'est un problème logistique industriel. Oui, on l'a sous-estimé. Oui, parce qu'il y a quand la crise a commencé, on ne pensait pas qu'on aurait un vaccin aussitôt, qu'on ne bouleverse pas des schémas industriels comme ça aussi facilement, et que, je vais le dire, et ça va peut-être faire un peu théorie du complot, mais qu'en matière vaccinale, on nous a à peu près sorti toutes les théories depuis 3 mois pour expliquer qu'on était en retard entre l'administration qui ne va pas, les sous-traitants qui ne vont pas, l'Europe qui ne va pas. Il n'y a rien qui va. Donc, il y a un moment, il va peut-être falloir aussi qu'on produise une enquête sérieuse sur les dysfonctionnements. Comme ça nous évitera de les reproduire au moins pour la prochaine crise. Ah bah non, que vous revenez sur le premier sujet, le premier débat. Jean-Marc, votre sentiment sur voilà, est-ce que c'est devenu un sujet de production, de politique industrielle, cette question des vaccins, entre autres? Oui, c'est évidemment un sujet de politique industrielle, mais ça l'est depuis, je dirais presque depuis le départ. Quand il y a des mois et des mois, certains pays ont précommandé des centaines de millions de doses. Ça faisait partie d'une politique industrielle. Vous assurez à un producteur des débouchés. C'est vraiment un élément classique d'une politique industrielle. Quand vous négociez des prix, ce que disait Anaïs à l'instant, quand vous négociez des prix élevés en faisant passer le prix avant le volume, en disant il faut peut-être dépenser 2 milliards de plus pour des vaccins pour éviter 20 milliards de pertes de production parce que les gens ne sont pas vaccinés, c'est aussi un choix de politique industrielle. Donc depuis le départ, on est dans des choix de politique industrielle depuis que le vaccin, le processus de recherche du vaccin a été lancé. On voit bien que les pays ont eu des attitudes, des postures, des politiques qui ont été extrêmement différentes. Ensuite, maintenant qu'on a ces vaccins, il faut les produire. Et là, à nouveau, on a évidemment un problème des questions de politique industrielle. C'est comment est-ce qu'on produit très rapidement des milliards de doses, puisque c'est ça qu'il faut. Des milliards de doses, un produit qui n'est même pas très simple à fabriquer, ce n'est pas des petites cuillères. Donc il faut des appareillages. On a plein d'appaillages pour fabriquer des médicaments, mais comme le disait Anaïs, ils sont affectés à d'autres médicaments qui sont aussi utiles. Si on arrête les antithrombolytiques du jour au lendemain, pour prendre un exemple à la mode, on va avoir des petits problèmes qui seront pas liés au Covid, mais qui seront liés à d'autres maladies. Et on sait bien que quand il faut augmenter très vite la production dans un site industriel, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on a exploité à fond toutes les possibilités en termes d'horaire, moi, je n'en suis pas certain. Il faudrait regarder ça de près. Mais oui, donc à chaque étape, on a des choix de politique industrielle. Et en même temps, il faut être conscient. On ne fabrique pas une usine à médicaments en 6 mois, même en y mettant des dizaines de milliards d'euros. Le temps de l'industrie est un temps long. Il faut fabriquer les machines. Ensuite, il faut faire certifier, ce qui est particulièrement important dans le domaine médical. Donc, il faut aussi accepter le fait qu'on a des délais qui sont des délais incompressibles. Il faut obtenir l'autorisation d'ouvrir le site. Ce qui, en France, peut prendre quelques mois. Ça, c'est une blague. Hélas, non. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hélas, non. Comment vous lisez, vous interprétez c'était dimanche, je crois, dimanche soir, Thierry Breton, à la radio et à la télévision. En gros, pour parler très, très vulgairement, il expliquait qu'il fallait que le patron d'AstraZeneca se bouge un peu les fesses. Qu'il faisait semblant d'être cantonné en Australie et que le sujet se passait chez lui en Europe. Il est français, le patron d'AstraZeneca, M. Sorio. Cette espèce de bataille, ce haro sur AstraZeneca tout d'un coup, indépendamment du fait que le vaccin est suspendu. Mais sur le problème des capacités de production, c'est les postures ou c'est... Moi, je crois que c'est un jeu tacticien assez classique où chacun joue son rôle. Pascal Soriot, qui vit en Australie, mais autant il y a un siècle, ça aurait été compliqué de diriger une production massive à l'échelle mondiale en étant en Australie, autant aujourd'hui, c'est pas tellement compliqué. On est même beaucoup dans parce que Breton, il a dit, je lui ai dit, il faut qu'il se bouge. Avec des exemples, même AstraZeneca, quand on regarde par rapport aux
aux autres labos. Hein. Il a négocié un contrat avec Oxford, il s'est engagé à ne pas faire de bénéfices. Enfin bon, on est dans une situation, moi, que je trouve même un petit peu curieuse vis-à-vis de ça. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'effectivement, c'est le vaccin à 3-4 $, ou euros, je ne sais plus, alors que les autres sont beaucoup plus chers. Effectivement, ce n'était pas son métier, les vaccins. Il a fait un pari. Bon, pour l'instant, il a un petit peu de mal. On y revient sur les capacités de production avec une usine aux Pays-Bas, mais effectivement, il s'en prend plein la tête en ce moment. Sur cette idée de peut-être que les industriels devraient se bouger un peu, vous avez un avis ? Celui-là en particulier, hein, je ne sais pas. Je crois que on parlait, il y avait une question tout à l'heure sur l'immunité, c'est ça ? Je pense qu'on est typiquement dans ce genre de choses. On est dans le sujet. Moi, je veux bien, mais les industriels, ils vont pas aller beaucoup plus vite si vous essayez d'avoir ce pseudo rapport de force, alors que, encore une fois, la Commission européenne, elle a un rapport de force, mais elle n'est pas non plus de nature. C'est pour ça que moi j'ai été surpris de l'entendre dire ça. Effectivement, en plus, c'est un ancien chef d'entreprise, Thierry Breton, donc c'était. Voilà, il faut quand même politique aussi, donc, le faire avec une certaine mesure. Et puis, on est aussi dans une bataille d'image. Et moi, je pense que la réaction, c'est aussi une question de réaction de bataille d'image. On a certainement des industriels qui n'ont pas fait exactement ce qu'il fallait, parce qu'il faut aussi se dire qu'ils sont dans leur propre logique, qui peut être une logique de marché, qui peut entrer en concurrence avec l'objectif d'intérêt général. Et ça, après, c'est un peu à chaque dirigeant appréhende ça à sa manière. Mais je trouve ce type de propos en fait tout simplement déplacé, pas à la hauteur de la situation. C'est le genre de choses qu'on tient en off. Est-ce qu'on a besoin d'exposer ça sur la place publique pour montrer ou donner l'illusion qu'on bouge les lignes ? J'en suis pas sûre. Et en tout cas, c'est pas ça qu'on attend de l'Union européenne. On attend de l'Union européenne des résultats, pas des déclarations à la noix dans les gens. En plus, ça m'énerve à chaque fois, parce que je crois que je dis aussi à chaque fois que je viens un truc comme ça sur les politiques. Donc, c'est que vous êtes passionné sur le sujet des brevets. Voilà. Est-ce qu'il y aura une deuxième voie ou une troisième voie, je ne sais pas, effectivement, sur les questions de brevets, selon vous, entre la situation actuelle et une espèce de situation différente qui permettrait, notamment aux pays émergents, d'aller un petit peu plus vite, peut-être, dans leur propre stratégie vaccinale, telle que je l'évoquais très brièvement dans mon lancement. Je crois qu'il y a deux cas très différents. Il y a les pays avancés qui ont les moyens de payer le médicament, et les pays émergents qui ne l'ont pas. Et si seulement ceux qui ont les moyens de se vacciner se vaccinent, on ne réglera pas le problème. Parce que le virus, il va aller là où les gens ne sont pas vaccinés. Il va aller faire des variants et qui seront plus résistants et qui vont ensuite revenir là où les gens croient être protégés. Donc je crois vraiment qu'il faut bien faire la distinction entre les deux groupes de pays. Dans les pays émergents, est prévu, y compris dans les cas de l'organisation mondiale, c'est COVAX, est prévu un dispositif qui dit que quand il y a cas d'urgence, et puis il y a évidemment un certain nombre de conditions, le brevet peut tomber dans les pays émergents. Là, la décision qui a été rendue, je crois, provisoirement pour l'instant par l'OMC, c'est de dire ce vaccin n'en fait pas partie. Moi, je pense qu'il faudra fatalement y revenir si on veut avancer dans les pays émergents, où il y a sans doute effectivement des capacités de production inutilisées, et il serait assez dramatique que ces capacités de production inutilisées tournent au profit des pays avancés, en laissant les pays émergents tomber malades. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une vraie question. La vraie question, elle se pose dans les pays émergents, elle ne se pose pas dans les pays avancés, ou alors à supposer une organisation très différente, et il y a certains qui l'ont suggéré, qui est de dire ok, on donne 1, 2, 3, 4 milliards à un laboratoire pour avoir fait tout le travail de recherche, pour qu'il soit rémunéré pour ce travail de recherche, et pour que quand il y a la prochaine épidémie, ils se mettent à chercher et qu'ils se disent pas non, la dernière fois j'ai été plumé, je vais rien faire. Donc il faut assurer une rémunération conséquente pour les laboratoires qui ont trouvé, en sachant qu'il y en a beaucoup qui ont cherché, qui ont perdu aussi des dizaines, des centaines de millions parce qu'ils n'ont pas trouvé. Donc, s'il n'y a pas de rémunération quand on a trouvé, on a un vrai problème. Donc, on peut avoir un système où on donne une grosse rémunération forfaitaire à des laboratoires qui ont trouvé, en disant maintenant, ce brevet tombe dans le domaine public. Pour l'instant, on n'en est pas là sur la conscience collective et dans le débat. Peu de sentiments sur cette question des brevets, Anaïs ?
Moi, je rejoins ce qui a été dit. Alors après, il y a quand même eu un certain nombre d'aides publiques qui ont été allouées aux uns et aux autres et variables en fonction. Oui, les fameux milliards, il y en a déjà eu, notamment aux États-Unis. En fonction des États. Maintenant, on en revient à la question, toujours la même question, c'est l'arbitrage entre ce qui nous semble être un coût fort à court terme et on sous-estime le coût très très fort à long terme. Et puis, je crois que le monde occidental et notamment l'Europe aime beaucoup se projeter comme un modèle de valeur de démocratie. C'est peut-être le moment de le prouver. En innovant, en proposant des choses nouvelles, peut-être en fournissant des doses. Et d'ailleurs, en plus, on parle de brevet, on parle de brevet, mais il n'y a pas forcément d'incompatibilité. C'est pas parce que un laboratoire peut très bien demander à n'importe quelle usine dans le monde de produire ces vaccins. Donc, il suffit il faut avoir l'équipement industriel et les compétences pour le faire. Donc, je crois que la question du brevet, c'est aussi un peu un faux débat, encore une fois. C'est-à-dire que demain, AstraZeneca a envie qu'une usine produise pour lui. C'est possible de le faire. Donc, il ne faut pas se tromper de débat. Il faut juste que collectivement, on s'entende pour sortir de cette crise, tous ensemble par le haut. Est-ce que ces crises de la vaccination, dernier point rapidement, Jean-Marc, est susceptible de chambouler aussi les règles du commerce international entre les pays qui ne veulent pas exporter? Il y a 30 millions de doses AstraZeneca aux États-Unis qui ne sont pas utilisées pour la bonne raison que le vaccin n'est toujours pas autorisé dans ce pays. Les États-Unis refusent on ne le dit pas trop parce que Biden est censé être gentil, mais les États-Unis refusent d'exporter une partie de ces doses vers l'Europe qu'on aurait besoin. L'Europe exporte des doses elle-même, plus de 20 millions, je crois, sur ces 2 derniers mois, mais les Anglais supposément ne le ferait pas. Enfin bref, il y a des tensions aussi en matière de commerce international. Oui, et je pense qu'on va voir un nouvel âge du commerce international. On l'a vu aussi avec les masques, on l'a vu avec les respirateurs, on l'a vu avec certains produits pharmaceutiques l'an dernier. De plus en plus, le commerce international, on l'a pensé comme il faut l'ouvrir, et il faut abaisser les barrières aux importations. Et tout le travail qui a été fait depuis la Seconde Guerre mondiale, ça a été ça. On voit aujourd'hui de plus en plus, alors ça n'est pas nouveau, mais on le voit se développer de plus en plus, des restrictions non pas à l'importation sous la forme de droits de douane ou de réglementation, mais des restrictions à l'exportation. Je ne veux plus exporter mes vaccins, je ne veux plus exporter mes masques, je ne veux plus exporter certains produits alimentaires, je ne veux plus exporter certains produits technologiques. C'est ce qu'on a vu très fort depuis sous le mandat de Donald Trump. Et donc on est en train avec un monde avec une crispation, des crispations nationalistes qui s'expriment un peu partout sur la planète. On est sans doute en train de se diriger vers une nouvelle problématique du commerce international où ce qui bloque, ce qui pose problème, ce n'est plus des restrictions à l'importation, mais c'est des restrictions aux exportations prises par les pays en raison d'intérêts stratégiques qui sont définis de manière de plus en plus large. Allez, il nous reste 5 minutes. On balaye 2-3 sujets pour terminer l'émission. C'est l'after. On va parler du lait pour cet after. Regardez ce papier, c'est dans les Échos ce matin. Comment la France s'est redécouvert une passion pour le lait après 10 ans de décroissance. La consommation de lait est repartie à la hausse en France l'an dernier, donc à la faveur, semble-t-il, de la crise et du confinement, plus 8% en 2020. En 2020, conséquence du confinement et du télétravail, le petit déjeuner d'à côté était réhabilité, puis la cuisine et la pâtisserie aussi. Alors les mauvaises langues, je voyais ça sur Twitter, c'était la conséquence aussi de l'infantilisation de la population par le gouvernement qui profitait aux ventes de lait. Vous êtes remis à boire du lait? Non, peut-être pas à boire du lait. Est-ce que vous êtes remis à prendre des petits déjeuners plus importants, faire de la cuisine en 2020 qu'auparavant? Faire la cuisine, vous travaillez trop, mais les petits déjeuners, là où vous aviez... Je suis pas très douée en cuisine, et ça, je pense que beaucoup de gens pourront en témoigner. Je suis très douée pour oublier des ingrédients aussi dans les gâteaux au chocolat. Le petit déjeuner, ça a toujours été sacré. D'accord. Donc, je n'ai rien changé. Et Et je ne bois pas de lait. Je ne bois que du thé. Donc vous n'êtes pas représentatif de cette hausse de la... Moi, il vaut mieux me parler plutôt de fromage. S'il y avait une enquête sur le fromage, j'aurais été certainement beaucoup plus représentative. D'accord. En même temps, il y a un lien, effectivement, entre les deux. Mais là, c'est le lait classique. Jean-Marc, plus de petits déjeuners en 2020, ce qui vous concerne? Non, mais j'avais déjà... C'était un combat personnel de maintenir des vrais petits déjeuners. Je crois que c'est tout
à fait important. D'accord. Donc, conséquence, voilà, rien d'autre que la conséquence du confinement. Il y a 3 raisons apparemment qui expliquent la hausse de la consommation. Premièrement, il y a effectivement le petit déjeuner qu'un certain nombre de millions de Français ont redécouvert. Il y a le fait de cuisiner davantage. Ouais. Et il y a un certain nombre de recettes pour lesquelles on a besoin de lait, notamment de la pâtisserie. Notamment dans les gâteaux. Ouais. Et donc, on a beaucoup pâtissé apparemment l'an dernier. Et la troisième raison, c'est qui est peut-être plus encourageante, c'est qu'on a tout de même eu un gros effort des producteurs de lait depuis plusieurs années qui portent peu à peu ses fruits, y compris pour avoir des produits de meilleure qualité qui sont plus chers. Et c'est l'un des domaines où le consommateur accepte de payer quelques centimes de plus. Grande inventivité des coopératives. Lactel a 40 références de lait, dont 10 références de lait bio. Et donc, tout ce travail de segmentation, de réflexion, d'essayer d'apporter aux consommateurs des produits qui correspondent plus à ce qu'ils cherchent, ce travail-là paye. Vous voulez dire un mot sur une décision du Conseil d'État Oui, non, mais alors sur le lait, il y a eu. Parce qu'on n'a plus le droit de dire lait made in France, c'est ça? Non, alors c'est pas exactement ça. En fait, sur le lait, il y a eu un très bon travail aussi fait par toutes les marques comme C'est qui le patron, etc., qui est un travail de conscientisation avec tous les reportages aussi sur les éleveurs, la situation dramatique des éleveurs en France avec les suicides, etc. Donc, je pense que ça a bien sensibilisé l'opinion publique. Maintenant, il y a eu un arrêt. Alors, c'est une décision du Conseil d'État, mais qui résulte d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Parce que le Conseil d'État voulait qu'on puisse marquer sur les bouteilles de lait origine UE ou hors UE. Et en fait, à la demande du groupe Lactalis, ça a été annulé parce qu'on considère que le fait que le lait soit originaire de l'UE ou pas, et d'avoir cette information obligatoire, en fait, ça ne change rien sur la qualité du produit. Un lait, par exemple, originaire hors de l'UE est considéré comme d'aussi bonne qualité qu'un lait français. Donc, ce qui contredit un petit peu, c'est encore un paradoxe. C'est-à-dire, on fait des efforts en France, mais finalement, c'est pas suffisant du point de vue de la CJUE pour qu'on puisse dire que c'est du lait au moins de l'Union européenne. Mais sur le lait que j'achète, il y a un petit hexagone qui indique que c'est du lait de France. En fait, le marquage, c'est tout l'Union européenne, on n'a déjà pas le droit de marquer, on peut marquer de manière volontaire l'origine du produit, mais ça ne peut pas être une législation obligatoire en raison des principes de non-discrimination de je ne sais plus quel traité européen, je crois que c'est le traité de 57. Mais Allez, pour terminer rapidement, les Échos toujours, Album, le nouveau réseau social lancé par Taïkris. Taïkris, c'était un ancien sportif qui a lancé une boîte qui par ailleurs déjà marche très bien, qui s'appelle On-Off, qui permet d'avoir un second numéro de téléphone sans avoir vraiment un second numéro de téléphone, tout ça dans le cloud. Et là, il lance un réseau social basé sur le partage de photos. Alors ça parle quand même, tout de suite on pense à Instagram, que portait un Facebook, etc. C'est couillu d'un petit Français. Alors, il a un peu d'argent, mais enfin, c'est quand même s'attaquer à Facebook, c'est naïf ou c'est couillu ou c'est audacieux ou heureusement qu'on a des projets comme ça. Ouais. Alors, je ne sais pas si celui-ci marchera ou pas, mais heureusement qu'on a des projets comme ça, qu'on a des gens qui ont ces envies-là. La photographie, la façon dont il en parle, c'est en plus assez malin. Ça a l'air d'être un créneau qui n'est pas... Oui, c'est pas exactement la même chose du tout qu'avec Instagram, parce qu'Instagram est très basé perso, effectivement. Je rayonne, je montre ce que je fais, je montre qui je suis, où je suis, etc. Là, c'est plus effectivement du partage. Il y en a sur un petit créneau. Il y a Backzen, je ne sais pas si vous connaissez. Backzen, c'est pour montrer les photos des enfants qui grandissent au fur et à mesure. Donc, on le montre à la famille, tout ça. Donc, il y a déjà des petits produits qui existent. Il y a peut-être un créneau. Et heureusement qu'on a des gens qui essayent, qui testent. Je ne sais pas si ça va marcher, mais si on n'en avait pas, ça serait très, très, très inquiétant. Audacieux, couillu, naïf, vous diriez quoi? Audacieux, mais j'espère au moins qu'il est aussi innovant sur la protection des données et le stockage des informations. Crypter le bout en bout, absolument. C'est le type de solution qui peut aussi avoir de l'avenir, parce qu'on a de plus en plus d'attentes des citoyens sur la transparence et la protection des données. Et en plus, une solution française ou européenne est toujours enviable sur des questions de souveraineté. Vous savez que ce thème est un petit peu cher, surtout à l'échelle européenne. Absolument, et on en restera là pour ce soir. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités ce soir. Merci à vous d'avoir regardé. On se retrouve demain, même heure, même adresse, sur Bismart à 23h, pour commenter peut-être le nouvel confinement, les nouveaux accroissements de mesures, serrage de vis. Allez, à demain.